Bonjour et bienvenue à nouveau à cette seconde table ronde pour cette matinée organisée conjointement par la Fédération des promoteurs immobiliers, l'IEIF, l'Institut de l'épargne financière et immobilière et l'association professionnelle Fidji. Ce que nous allons aborder comme sujet au cours de cette deuxième table ronde, c'est comment réussir la mise en œuvre d'une véritable continuité numérique au sein de notre industrie immobilière. Et pour traiter ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Éric Bouvier. Éric Bouvier, bonjour. Vous êtes le secrétaire général de l'association professionnelle immobilière Fidji. Vous êtes également CPO à la française. Anne Digard, bonjour Anne. Vous êtes la PDG de CBRE Valuation and Advisory. Je prononce correctement. On peut même être services, mais bon. Bonjour Éric. Franck Petexor, bonjour. Vous êtes le vice-président chez Socotec Construction. Je ne me suis pas trompé, c'est correct? C'est correct. Et enfin, Alexandre Clément, bonjour Alexandre. Vous êtes senior manager chez Ernst & Young et donc vous avez travaillé en collaboration avec l'association, la fédération et l'association Fidji sur la mise en œuvre opérationnelle de cette nouvelle continuité numérique. Vous nous expliquerez tout à l'heure de quoi il s'agit. Alors, je vais donner la parole et commencer avec vous, Éric. La première question, c'est puisque il s'agit donc de cette continuité numérique entre ces deux continents qui sont le continent de la concession-construction et le continent de l'exploitation, vous, au sein de l'association professionnelle Fidji, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle est la mission de cette association et depuis 10 ans ce qu'elle fait, quel est son ADN? Alors déjà l'ADN de l'association, c'est effectivement de permettre les échanges entre les différents acteurs. Donc tu parlais de continents, on va essayer de mettre en place des flux de données entre ces différents continents pour qu'il n'y ait pas de perte d'informations, que le temps qui a été passé à constituer ces informations sur un des pays, sur un des continents, l'autre pays puisse en profiter. Notre ancien président, Bernard Boulinguet, avait l'habitude de décrire notre activité comme étant un constructeur de bateaux, c'est-à-dire que nous on construit les bateaux, on définit les conteneurs, et comme ça les données peuvent transiter d'un port à l'autre, d'un pays à l'autre. La finalité de notre activité, c'est de définir ce qu'on a l'habitude d'évoquer comme un dictionnaire et un langage. Un dictionnaire, pourquoi? C'est parce que si je veux échanger avec Franck, il faut déjà qu'on se mette d'accord sur la langue. Si je lui parle en tibétain, peut-être qu'il ne va pas... Je confirme. Donc il faut qu'on se mette d'accord sur cette langue-là, et cette langue, c'est le dictionnaire. Et pour chacun des éléments du dictionnaire, d'avoir une définition qui soit la plus précise et la moins équivoque possible au niveau de la donnée. Donc ça, c'est le premier travail. Et une fois qu'on a défini ce dictionnaire, qui est le principal travail, en fin de compte, on va simplement l'organiser dans un langage, qui est le langage Fidji, qui est un langage tout à fait standard, qui, pour les informaticiens, c'est du XML. Donc pour l'organiser et pour du coup pouvoir transporter cette information. Quand vous parlez de langage, Éric, c'est la forme numérique, la forme informatique. C'est vraiment la structure de la donnée qui est transportée, comment l'organiser, dans quel format. Et le but vraiment de l'association, c'est d'avoir un langage et un dictionnaire qui soient universels et qui soient durables. Alors, pourquoi universel? C'est parce qu'à partir du moment où on s'est mis d'accord, et ça c'est le premier travail, c'est que pour que deux pays échangent par le biais d'un bateau des données, il faut déjà qu'ils aient envie de se parler. Et ils sont souvent de mondes différents, donc nous, notre rôle, c'est de réunir ces différents mondes. Donc là, en l'occurrence, on a réuni des promoteurs, des investisseurs, des FME, des PM, et on les a mis autour de la table, on a dit, voilà, le promoteur, il est d'accord pour échanger la donnée, de quoi vous avez besoin, et comment on va pouvoir structurer et qualifier cette donnée. Donc ça, c'est notre rôle premier, de définir ces informations, de définir ces flux. Notre langage, il est conçu comme étant universel, c'est-à-dire que, comme tu le rappelais, moi je suis à la française, que mon promoteur soit Bouygues, soit Nexity ou soit un autre promoteur, je veux recevoir le même bateau avec les mêmes données à l'intérieur. Donc il est universel. Et inversement, lorsque je me situe au niveau de Bouygues, que j'envoie mes données à Primonial, à la française ou à ICAD, je veux de la même façon pouvoir envoyer le même bateau et pas avoir à développer des formats et des structures différentes.
Donc ça, c'est le côté universel. Bien entendu, que ce soit en France ou en Europe, on pourrait très bien utiliser ce même format. Mais d'ailleurs, je crois que le format est bilingue, nativement. Le format est bilingue nativement, il est adapté aux autres pays, parce que non seulement il est traduit, mais on a incorporé dans le format des données qui sont propres à chaque pays. Et on collabore avec nos équivalents en Allemagne, c'est la structure qui s'appelle GIF, dans d'autres pays comme les Pays-Bas, avec Oscar, bien entendu, sur les pays anglo-saxons, pour essayer d'uniformiser ou d'harmoniser ces pratiques. Alors, ce qui veut dire qu'il est plus que bilingue, parce que moi, Voilà. quand je parlais bilingue, je pensais français-anglais, Oui. mais avec l'Allemagne, ça fait qu'il y a plus, en fait. Oui, il y a plus qu'on intègre du coup les spécificités de chaque pays, enfin on essaye, c'est pas toujours facile, mais on essaye d'inclure les spécificités pour que du coup un promoteur allemand pourrait livrer un immeuble à la française dans le format Fidji. Théoriquement, ça ne poserait pas de problème de le faire. D'accord. Donc ça, c'est le côté assez universel, c'est-à-dire qu'une fois que je l'ai développé, je peux échanger, moi en tant que promoteur, avec tous mes investisseurs, ça ne pose pas de problème. Il y a un autre pan qui est un peu qui est un peu différent, mais je laisserai après Anne en parler, c'est ce que moi en tant qu'investisseur, je vais pouvoir recevoir des informations du promoteur en format Fidji, je vais pouvoir échanger avec mes experts en format Fidji, je vais pouvoir envoyer mes données à mon FMR lorsqu'il prend en charge l'immeuble en format Fidji. Donc du coup, une fois que j'ai développé cette possibilité, cette sortie, ce port entre guillemets, et ben du coup je vais pouvoir l'utiliser dans tous les cas. Donc il est multidirectionnel. Multidirectionnel, avec après à l'intérieur des données que je vais remplir ou pas suivant le flux que j'utilise, mais il est multidirectionnel. D'accord. On parle tous tibétain. Voilà, on parle tous tibétain. Alors. On va tous se dire namasté à la fin de la réunion. Et donc ça, c'est le côté très important, et ça fait 12 ans maintenant qu'on est sur cette philosophie. Alors on rappellera, mais c'est un peu le but aussi de cette réunion, de cette deuxième partie de table ronde, c'est que ça marche. C'est qu'aujourd'hui, les investisseurs communiquent avec les experts depuis 10 ans, mais on se comprend, on peut échanger. Alors ça, on va le demander à Anne après, qui va nous dire depuis combien de temps elle pratique ce nouveau langage, enfin cette continuité numérique. Le deuxième critère qui est très important pour nous, c'est le côté durable. Alors pourquoi durable? C'est qu'on est une association indépendante. On n'a pas de cabinet de conseil à côté, on n'a pas de société qui facture de la prestation. On met tous nos travaux au service du bien commun. Et ça nous permet d'être durable, c'est-à-dire qu'on n'est pas lié à un logiciel, on n'est pas lié à un éditeur, on n'est pas lié à un investisseur qui se dirait je suis le plus gros, donc j'impose mon format, et si vous ne voulez pas mon format, vous ne travaillez pas avec moi. Ça, c'est terminé maintenant, c'est révolu ce genre d'attitude. Il y a encore quelques récalcitrants. Okay. On les connaît. Donc du coup, c'est durable parce que je vais pouvoir, dans le temps, il n'y aura pas de modifications qui me seront imposées par l'extérieur, puisqu'on est une structure très collaborative, entre guillemets, on a vraiment une association. Donc c'est aussi notre force et notre spécificité, c'est que pour échanger, j'échange rarement avec un collègue de la même activité. Je vais échanger avec un FMR, je vais échanger avec un cabinet de conseil, je vais échanger avec un promoteur. Donc du coup, dans l'association, on a tous les métiers qui se parlent. Alors, Songor était là tout à l'heure, dans la Proma, c'est que des PM qui se parlent entre eux. Franck était là, dans la FPI, il n'y a que les promoteurs qui se parlent entre eux. Nous, on est obligés de pouvoir réunir tous ces gens-là et qu'ils aient la volonté de discuter entre eux et d'échanger la donnée. Et est-ce que ça vous permet de bien connaître finalement les besoins des uns et des autres et de les faire partager aux uns et aux autres? C'est l'avantage entre guillemets de l'association, c'est que du coup on apprend les besoins de chacun, on les met autour de la table, donc on apprend, et nous, notre rôle, c'est vraiment de structurer ce langage et ces données. On a été sollicité il n'y a pas très longtemps par des assureurs qui veulent échanger avec les administrateurs de biens pour tout ce qui est assurance, perte de loyer. Voilà, on va découvrir un nouveau métier et on va pouvoir automatiser et numériser ces échanges qui sont aujourd'hui du papier, du Excel, du autre. Donc c'est l'intérêt de l'association. Oui, là, la gestion des loyers impayés, ça devient un sujet d'actualité, évidemment. Ça devrait malheureusement devenir un sujet d'actualité. Alors, on va revenir après à l'association Fidji et à son travail et à ce qu'elle produit. Et on va passer maintenant la parole à Anne Digard. Alors, Anne, je rappelle, vous êtes la PDG de CBRE Valuation and Advisory. Et alors, ce qui est intéressant dans votre témoignage ce matin, c'est que vous êtes une utilisatrice, une pratiquante de cette continuité numérique depuis combien d'années déjà? Quel courage! Là, ça m'a donné un vrai coup de vieux parce que 2005, on a commencé à travailler en 2005.
En fait, c'était juste avant les OPCI, donc je dirais vive la réglementation et vive les OPCI, parce que c'était la révolution, 2 experts, des échanges trimestriels. Donc là, on s'est dit, il va y avoir des avalanches d'immeubles de toute typologie, en fait, et comment on va faire pour échanger avec l'investisseur, avec le dépositaire et les 2 sociétés d'expertise. Donc là, c'était une avalanche de données. Donc au départ, en 2005, on a commencé à travailler avec la Française, et là, je tiens vraiment à les saluer, parce que c'était vraiment une innovation. Ils ont voulu tout de suite lancer l'inclusion, parce qu'il y a eu beaucoup de résistance en 2005. Donc on a d'abord travaillé avec la Française, et puis après, il y a eu effectivement tous les travaux avec... il y a Guillaume Fiastre, il faut aussi... j'aime bien quand même rappeler les personnes qui ont retroussé leurs manches. Il y avait, alors ça, c'était plus tard. Donc c'était surtout vraiment Guillaume et puis toutes les équipes informatiques, on va dire, de la Française, et puis soutenues par la direction générale. Donc 2005, donc ça fait quand même 16 ans, et puis après c'était plutôt 2007 avec Fidji, enfin je sais plus tout à fait. Et vraiment ça a été alors je disais quand 2005 et comment il faut se retrousser les manches. C'est un travail colossal. Parce qu'il y a quand même beaucoup de... Il y a des récalcitrants, parce que chacun voulait garder... l'immobilier, c'est surtout l'absence de transparence quand même. Hein. On peut quand même encore le dire. Je vais enfoncer des portes ouvertes, mais c'est donnez-nous nos comparables, mais surtout, on ne vous donne pas nos infos, mais donnez-nous les infos des autres. Donc, je t'en parlais tout à l'heure, et c'est vraiment une sacrée complexité. Donc, c'est en train de changer quand même, on s'aperçoit. La mais table ronde précédente l'a prouvé. Mais bien sûr, nous y croyons fortement, mais on n'est encore pas aux États-Unis où tout est transparent. Oui. Et moi j'ai 30 ans d'immobilier, donc je suis une vieille dame, et vraiment ça fait 30 ans qu'on se bat pour avoir les mêmes données, la même transparence, je dirais, qu'aux États-Unis. Alors, ils ne sont pas souvent cités en exemple, mais pour ces sujets-là, je pense qu'on a beaucoup à apprendre. Vraiment. Donc voilà, du boulot et du temps passé, et des gens motivés. Alors, j'ai une autre question pour vous. Quel est l'avantage stratégique d'une démarche de normalisation des échanges de données? Parce que finalement, quand vous l'avez fait, vous dites que vous avez travaillé, alors j'imagine en plus que vous avez travaillé évidemment avec une idée en tête, c'était tout d'un coup, il fallait de manière trimestrielle produire des données fiables, et en plus à des régulateurs qui les vérifiaient. Alors que communément auparavant, on publiait des données 1 fois par an, et leur exactitude n'était pas non plus absolument assurée, hein, toujours. Donc là, à ce moment-là, vous êtes face à une obligation de faire plus, c'est-à-dire de produire très vite, et ce que vous avez fait, ce qui est étonnant, c'est en utilisant moins, parce que qu'est-ce que vous avez? Vous êtes concentré sur quoi? Sur un corpus de données, j'y reviens toujours. Mais en fait, la complexité, c'était justement l'avalanche de données, les typologies de produits, parce qu'entre du résidentiel, où il y avait Monsieur Dupont, et sur d'autres investisseurs, c'était que Dupont, Isabelle, et il y a Monsieur Dupont, Pierre. Donc, en fait, il fallait comprendre cette donnée, et la complexité, c'est vraiment toutes les cellules, et je dirais chaque investisseur avait un langage différent. Bon, les properties avaient chacun des langages différents, donc là, ça a été d'une complexité incroyable. Donc, c'était se mettre d'accord, parking et stationnement, certains parkings, d'autres stationnements, ça paraît complètement idiot, mais nous, on en était à définir chaque mot. Donc il y a eu vraiment un travail de collecte de la donnée, et là on s'est aperçu que ça partait vraiment dans tous les sens. Donc l'idée c'était déjà comment faire en sorte que dans chaque cellule on se comprenne. Que parking et stationnement, ça soit la même chose. Donc vous imaginez même pas enfin, je me dis 15 ans après, on a été d'une patience incroyable. Et après, c'est quoi? C'est que notre boulot, c'est quand même pas d'aller changer 15 fois parking, stationnement. Le boulot de l'expert, c'est vraiment de produire des valeurs vénales ou des valeurs locatives. Donc là, maintenant, je dirais le côté, la rapidité, c'est pas d'aller vérifier, parce que le boulot qui est le moins intéressant, c'est de rentrer de la donnée, c'est de ressaisir 15 fois. Oui, donc on avait des états papier, non productives qui sont liées au ressaisie de données. Donc on recevait des papiers, à l'époque c'était pas du PDF, c'était les fax avec les papiers. Enfin, je pense que alors 250 ans quand je dis ça, mais c'était pas si vieux que ça. Oui. Et en fait, après, il y a une rapidité. On a reçu des informations souvent par Excel, et au lieu d'aller les repiquer d'Excel, de les ressaisir à la main, et beaucoup le font encore, nous très vite,
grâce à ce format, ça se déroule dans nos feuilles de calcul. En fait, ça se déverse dans nos feuilles de calcul. Et donc ça, c'est un temps de gagner de dingue. Donc l'expert aujourd'hui, ce qu'il peut faire, c'est faire son boulot, sa SWOT analyse, donner un conseil à son client, qui sont investisseurs ou promoteurs ou banquiers, parce que bon, on travaille pour toutes les typologies, ou même sur le particulier qui a son appartement avec un locataire dedans. Donc ça va très vite en fait. Donc on gagne du temps et surtout les erreurs, il n'y a pas de source d'erreur. Parce que la donnée, alors cheat in, cheat out, si le premier qui remplit, celui qui est tout au début de la ligne, s'il remplit mal, c'est évident qu'il y aura une erreur. On va partir du principe que la donnée, dès le départ, elle est rentrée correctement. Et là, ça va très vite en fait. Les infos, on les déverse dans nos feuilles de calcul. Donc là, le côté intellectuel, passionnant et analyse de l'expert, aujourd'hui, il est vraiment fait. Alors qu'auparavant, je ne dis pas qu'il n'était pas fait, mais il était probablement moins bien fait. Puis après, le travail de l'expert, les rapports d'expertise, il y a 30 ans, c'était 10 pages. Maintenant, une tour à la Défense, ça peut être 200 pages. On va vraiment rentrer sur les charges, on a vraiment toutes les infos sur la construction du bâtiment, l'analyse de l'état locatif. Donc les informations, elles sont d'une précision incroyable. Puis après, on a nos amis, les auditeurs, qui, lorsqu'ils valident les comptes pour les foncières ou les compagnies d'assurance, enfin, tous ces investisseurs vérifient. Donc il faut vraiment que la donnée de départ soit juste. Et elle peut être juste et se déverser dans nos feuilles de calcul que grâce à ce format. Ça, vraiment, c'est un pas de géant, quoi. Et combien d'années depuis combien d'années c'est opérationnel? Alors ça fait bien une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Alors, on va juste, avant de passer la parole à Frank Petersborg, revenir vers Eric. Est-ce que vous pouvez nous préciser, Eric, parce que Anne l'évoquait, le format Fidji, c'est, vous me le disiez précédemment, c'est un nom, un contenu et un format du contenu? C'est un nom, un contenu, un format du contenu, une définition. C'est surtout pas un nouveau référentiel. Ça, c'est très important pour nous. C'est qu'on se base sur les référentiels qui existent. Lorsqu'on a voulu définir les équipements, parce que ça a été un sujet avec les promoteurs, on est allé chercher la définition des équipements qui existaient par ailleurs, soit à la CIPEMI, soit au niveau européen, soit au niveau mondial. On est allé chercher des informations et nous, le but, c'est de transporter cette information, mais surtout pas de la réinventer. Donc, par contre, il y a plusieurs conceptions possibles de l'information. Donc, par exemple, une durée de vie. La durée de vie d'un équipement, on peut dire j'ai une zone durée de vie, okay, mais elle vient d'où cette durée de vie? Et donc on a mis à côté une information qui dit d'où vient cette durée de vie. Est-ce qu'elle vient du constructeur? Est-ce qu'elle vient de l'installateur? Est-ce qu'elle vient de la CIPEMI parce que c'est une durée de vie moyenne? Et donc du coup, c'est les deux informations qui peuvent du coup donner une vraie utilité au récepteur et à celui qui définit l'utilisation qu'il va en faire derrière. Alors, on va passer la parole à Frank Petersborg et puis ensuite à Alexandre. C'est intéressant parce que vous êtes avec la Socotec avec une image de tiers de confiance. C'est-à-dire que vous êtes là pour instaurer de la confiance entre les acteurs de l'industrie immobilière. Donc, on parle beaucoup de contenant avec Fidji, mais qu'en est-il du contenu? Comment est-ce que on assure la fiabilité des informations et donc qui génère de la confiance entre les acteurs? Alors effectivement, nous, avec la gamme de services en fait, qu'on délivre auprès de nos clients, on est aussi bien du côté des investisseurs que finalement aux côtés des opérateurs et des acteurs en fait, de l'exploitation. Et donc la qualité de la donnée, Anne disait cheat in, cheat out, c'est vrai que la qualité de la donnée, c'est la base. En fait, donc nous, on croit beaucoup au poids finalement de la qualité intrinsèque. Et je dirais que c'est un peu un retour d'expérience à travers les certifications qu'on a pu faire de BIMI News, par exemple, sur différents patrimoines. Vous pouvez nous rappeler, Franck, ce qu'est un BIMI News? BIMI News, en fait, c'est, si vous voulez, une certification qui dit la donnée est là, elle est complète, elle est accessible. Et elle est juste. Elle est juste, c'est-à-dire qu'elle correspond à ce qui est effectivement installé dans l'immeuble, enfin, ce qui est la réalité. Oui, tout à fait. Donc on initialise le processus avec un BIM as built, c'est-à-dire en fait c'est un peu le point initial. Est-ce que j'ai une bijectivité entre mon avatar numérique et puis finalement la réalité? Est-ce que les infos les informations, la data correspond bien à ce qu'il y a en place? Et puis ensuite, BIMI News, on vient régulièrement faire évoluer, enrichir les données au fur et à mesure de l'exploitation du bâtiment pour que, évidemment, ces données soient vivantes et reflètent à l'instant T la réalité.
Et donc, à travers ces retours d'expérience, on s'est rendu compte que finalement, il fallait quasiment reconstruire la maquette pour avoir les bonnes données. Et souvent, en fait, la problématique venait pas de l'interopérabilité, mais plutôt de la qualité intrinsèque de la donnée. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que les promoteurs donnaient une information fausse, mais ils ne donnaient pas forcément la bonne, celle dont l'exploitant en fait, a besoin, avec les caractéristiques. D'ailleurs, du besoin évidemment d'un référentiel type Fiji, qui permet justement d'adresser cette problématique. Le second sujet, en fait, c'est que je crois que la qualité intrinsèque de la donnée, c'est une condition absolument nécessaire pour que tout l'écosystème de l'exploitation rentre en fait dans la démarche. Et nous, on le voit beaucoup, par exemple, avec les bailleurs sociaux, qui ont besoin en fait de retrouver rapidement des données qui leur parlent, qui sont vraiment leurs référentiels, avec lesquels ils soient à l'aise, qui ne sont pas rocket science, qui sont vraiment des données très simples. C'est quoi mes surfaces, j'ai combien d'étages, mes équipements sont où? Et ces données-là, en fait, il faut qu'ils arrivent à les trouver très, très rapidement. Et avec beaucoup d'entre eux, on est en train de développer des dashboards finalement extrêmement simples, qui s'actualisent en fait avec la mise à jour des maquettes numériques et qui permettent de leur donner et de leur restituer ces informations de manière extrêmement simple, avec un Power BI, un tableau, enfin des solutions du marché en fait. Mais on voit bien que du coup, ils ont besoin d'accéder à l'information qu'ils connaissent, qui est simple, fiable et robuste. Et c'est ça, je pense, qui permettra ensuite d'aller plus loin dans l'exploitation de la data. Mais l'objectif, en fait, est finalement pas de se perdre dans l'océan de données que citait Anne, et de savoir finalement ce dont on a besoin tout de suite. Alors, juste pour parler des surfaces, nous, on a quand même... On préparait avec Vincent Segui, que tu connais hier, l'intervention, parce que pour moi, il y a 15 ans, c'était un peu loin. Et en fait, on se marre, parce que c'est pas drôle, mais il y a des immeubles qui changent de surface chaque année quand même. C'est quand même incroyable, il faut le dire. En fonction du prestataire Non, mais ça reste le même propriétaire, mais je ne sais pas. Quoi. Il y a les baux qui changent, etc. Il y a des loupés sur les parties communes, etc. Et nous, ça veut dire qu'on est quand même obligé de revérifier dans nos feuilles de calcul les surfaces, parce que parfois les valeurs peuvent évoluer. Donc on vérifie toutes les données, bien sûr exogènes, endogènes, par rapport à la valeur de l'immeuble, les taux, les loyers, etc., les valeurs loc. Mais on vérifie aussi les surfaces, parce que dès le départ, la surface, est-ce qu'elle n'a pas évolué par rapport à l'an dernier? Bon, c'est la joke, c'est rare, mais ça arrive encore. Donc nous sommes encore là. Alors, pour continuer sur le fil que vous venez de tisser, Franck, comment concrètement dépolluer l'information que je dois à mes parties prenantes? Oui. On a évoqué ça en préparation de cette table ronde. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce point? Alors, ce que je peux vous dire, c'est vrai que pendant longtemps, c'est consacré au sujet de l'interopérabilité, en fait, aux différents formats d'échange de données, aux modèles de données aussi, comment je vais d'un bâtiment jusqu'à un bout d'équipement en fait, de manière extrêmement précise. Et ensuite, la qualité de la donnée en fait, intrinsèque, comment la qualifier? D'abord, en sachant ce qu'on cherche, en l'identifiant, c'est toute la démarche Fiji, c'est-à-dire je me mets dans la peau d'un exploitant, finalement j'ai besoin de quelles données. Donc c'est pas vouloir tout fiabiliser, mais vouloir fiabiliser vraiment ce dont on a besoin. Et le travail qu'on a essayé d'apporter dans le cadre de l'association Fiji, nous, c'est finalement la criticité des données. Ça part du principe, si vous voulez, que toutes les données ne se valent pas. Toutes les données sont importantes, mais elles ne sont pas importantes pour tout le monde. Donc en fait, quand je me mets avec mon filtre d'exploitant, finalement, j'ai besoin de quoi? Et je pense qu'en faisant en fait ce focus, c'est déjà une manière d'aller vers la fiabilisation des données. Et cette criticité, elle peut évidemment, prendre intégrer différents paramètres. Les deux principaux qu'on a intégrés, c'est si je dois remplacer l'équipement, est-ce que ça coûte plus ou moins cher? Et aussi, et donc ça c'est plutôt en multiplication, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence sur mon actif? Est-ce que je vais avoir une perte partielle, complète d'exploitation? Et donc ça permet finalement de donner un peu la mesure de l'importance de la qualité de la donnée. Donc voilà, à trop embrasser mal étreint, comme dit l'adage, c'est pareil pour les données. Concentrons-nous sur les données qui ont de l'importance pour nous et ce sera sûrement le meilleur moyen d'aller vers le chemin de la fiabilisation de ces données.
Alors, on a vu la continuité numérique, on a vu la faisabilité et l'usage, on a vu la fiabilité. Alors maintenant, on va voir avec Alexandre la mise en œuvre d'une transformation digitale. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que chez les promoteurs immobiliers, cette transformation digitale s'accélère, mais pas que chez eux. On voit bien que l'ensemble des métiers de notre industrie sont impactés. Ma première question pour vous, puisque vous avez travaillé, parce que c'est un sujet sur lequel vous travaillez actuellement, quelles sont les 3 étapes peut-être de mise en œuvre de cette continuité numérique chez un promoteur, puisque c'est le sujet de ce matin. Alors juste avant de détailler les 3 étapes, en fait, je voulais partager un peu nos convictions quand même sur ces projets liés à la data. Globalement, il faut être pragmatique, pédagogique et personnalisé. Pragmatique parce que mettre en place des flux de données, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Et notamment sur des volumes de données importants, il faut savoir choisir ses combats et démontrer rapidement la faisabilité, la capacité à produire des données fiables. Et typiquement, dans ce cas de langage FPI Fidji, si on le nomme ainsi, il faut peut-être bien choisir les composants sur lesquels on a les données, où on pense avoir le plus de données aujourd'hui, démontrer rapidement qu'on est capable de fournir l'ensemble des données et les réaliser, et ensuite, dans un deuxième temps, l'étendre sur de nouveaux composants ou équipements dont nos clients ont besoin. Ensuite, il faut être pédagogique parce qu'il faut former, et vous l'avez dit plusieurs fois, les collaborateurs sur l'importance de la qualité de la donnée, l'importance de mettre à jour les données. Et d'ailleurs, Csongor Sukas, à la précédente table ronde, a insisté, en fin de table ronde, sur la nécessité de former, d'accompagner les utilisateurs dans cette digitalisation qui s'accélère. Alors, on l'a prévu de manière générale sur l'ensemble des collaborateurs, plus dans la dernière étape, vous verrez. Mais juste pour terminer, le côté personnalisé est aussi très important parce qu'il ne s'agit pas d'ajouter du process au process, de la saisie là où il y a déjà de la saisie, mais d'essayer de s'inscrire, de s'intégrer au maximum dans le système d'information existant et dans les process existants de saisie. Alors dans les 3 étapes qu'on a prévues, on a une première étape d'état des lieux où il s'agit d'abord de lister les composants dont on aura vraiment besoin en fonction des produits qu'on construit, en fonction des clients par exemple. Et à partir de cette liste de composants et du référentiel, d'aller rechercher la donnée, voir où elle se situe, à quel moment elle est saisie, où elle se situe dans le système d'information si elle existe, et est-ce qu'elle est vraiment fiable, est-ce qu'elle est vraiment mise à jour, parce que voilà, il y a un certain nombre de composants ou équipements qui sont créés au démarrage du projet, mais on l'observe, ne sont pas mis à jour durant sa durée de vie et ça ne correspond pas à ce qui est réellement installé sur l'immeuble. Donc on va aller rechercher vraiment la donnée et ensuite on aura par écart les données qui nous manquent. Et là on va aller rechercher les partenaires qui peuvent nous fournir cette donnée. Suite à l'état des lieux, on va définir les processus cibles, les processus d'alimentation. Donc on va le faire avec d'abord les équipes métiers qui disposent de la donnée pour définir les rôles et responsabilités de chacun sur cette donnée, les moments de la mise à jour. Et on va le faire aussi avec la DSI pour voir ce qui peut être automatisé, retiré du système d'information, des outils en place, mais aussi potentiellement des maquettes numériques lorsqu'elles existent. Et la 3e étape, c'est les tests sur des opérations pilotes et les plans d'action d'industrialisation pour monter en charge sur l'ensemble de vos opérations. Donc en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous travaillez sur une espèce de package d'accompagnement pour les promoteurs qui souhaitent mettre en place cette continuité numérique au service déjà de leurs investisseurs, mais également de la totalité de la filière, parce qu'avoir des surfaces justes dès le départ, on voit bien que ça va jusqu'à l'expertise. Et l'expertise, elle arrive au bout de combien de temps une fois qu'un immeuble est livré, la première expertise? Nous, c'est toutes les étapes, parce que ça peut être dès le terrain, en fait. On expertise des terrains, après on va expertiser un projet. Donc on travaille beaucoup pour les promoteurs, et l'immeuble peut être construit, l'immeuble peut être après rasé, restructuré. On est vraiment toutes les étapes, tous les produits. Donc, Et alors, donc, ce package, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que le nom est correct? Alors, on a défini une démarche détaillée, comme j'essaie de vous l'expliquer rapidement, mais l'idée c'est de la personnaliser en fonction de votre contexte de chacun. Oui, donc voilà, on attend la publication du livre blanc pour pouvoir... du livre blanc SPI Fidji, oui, voilà, qui va arriver à la fin du mois. Exactement, pour décliner auprès des promoteurs qui seraient intéressés. D'accord. En tout cas, vous avez une démarche pour les accompagner. Exactement. Et pour leur faciliter l'adoption de cette continuité numérique. Exactement. C'est ça, d'accord. Oui, Yannick. Mais c'est très important parce qu'on l'a vu au déparrage de Fidji, lorsque les investisseurs voulaient envoyer les données aux experts. Le développement du programme, entre guillemets, qui génère le fichier Fidji, c'est très simple. C'est quelques
quelques jours, quelques semaines de développement et la plupart des outils l'ont. Le seul problème, c'est qu'ils ont appuyé sur le bouton et l'expert en face a reçu le fichier et s'est dit mais les données ne sont pas bonnes. Et en fin de compte, c'est parce que la donnée source n'était pas bonne. J'ai l'habitude de dire moi qu'une donnée qui ne circule pas est une donnée qui est fausse. Parce qu'elle est contrôlée par personne et comme elle n'est pas utilisée, du coup personne n'a le réflexe de se dire non, là, cette surface, c'est pas la bonne. Et des fois, ça peut être pas la bonne à 15-20% près. C'est des choses très... Et donc du coup, cette circulation fait que la donnée au départ, elle doit être juste. Et il faut du coup expliquer aussi à la personne qui saisit la donnée à quoi elle va servir, l'importance de la donnée. Donc ce côté pédagogique est très important. Et c'est pour c'est ça vraiment que une démarche d'entreprise. La dernière phase de test, l'idée c'est de tester sur plusieurs opérations pilotes. Alors bien choisies en fonction de la typologie de produit que vous construisez, que le promoteur construit, mais plutôt bien avancé aussi en phase de livraison juste avant ou juste après pour pouvoir tester les contrôles qu'on aura définis dans la phase d'avant. S'assurer que la donnée qu'on transmet est bien fiable de bout en bout. Et c'est pour ça aussi qu'il faut, dans une démarche à court terme, se restreindre aux premiers composants essentiels avant d'entamer, et c'est le retour d'expérience du test qui nous le donnera, mais de définir un plan d'action d'industrialisation avec effectivement de la formation sur l'ensemble des collaborateurs, sur l'importance de la donnée, mais aussi les nouveaux process. C'est aussi des actions de développement informatique, parce que l'idée c'est que tout ne soit pas saisi à la main. Donc essayer d'étudier tout ce qu'on peut essayer d'intégrer à partir des maquettes numériques ou des différents outils. Et puis enfin le plan de montée en charge sur les différents composants ou autres projets qu'on souhaite faire. Donc ça, c'est la deuxième étape. Donc la première étape, si vous deviez donner une temporalité, c'est quoi? C'est 1 mois, 2 mois, 6 mois? Oui, on pense qu'il faut effectivement qu'elle soit courte pour apporter rapidement du gain et prouver que ça fonctionne. Et courte, pour vous, c'est? Courte, ça va dépendre de la taille du promoteur, du nombre de projets qu'il peut avoir, mais ça va être entre 1 et 3 mois globalement. Ah, très bien. Bon, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Alors maintenant, je voudrais qu'on parle un peu gain économique, c'est-à-dire argent. Et je me retourne vers vous, Anne, et vers vous, Franck, parce que est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les gains concrets qui valorisent la démarche? C'est-à-dire, vous avez fait l'expérience, Anne. Est-ce que vous avez pu... pu... je vous dis ça, ils vont m'augmenter mon chiffre d'affaires. Bon, j'écoute. Fabrice et Brigitte. Non, je réponds. Alors, ne parlons pas de chiffres, mais... mais si, bien sûr que si, je vous taquine. Je mets un peu d'ambiance. Alors, comment est-ce qu'on constate, et peut-être comment est-ce qu'on commence à chiffrer les gains liés à la mise en œuvre d'une continuité numérique qui je m'excuse, je vous donne la parole, qui fait déjà l'économie, vous en parliez, des tâches non productives, c'est-à-dire on n'a pas besoin de ressaisir les données, on n'a pas besoin de les qualifier, on n'a pas besoin ne serait-ce même d'aller les rechercher quand on ne les a pas, puisqu'elles nous sont livrées en compréhensible et fiable. Je crois que, tu sais, il y avait une étude qui avait été faite et... j'ai pas qui la banque Mazars. Qui donnait tout à fait. Alors, je suis désolée parce qu'on est chez EY, mais vous voulez pas. C'était il y a déjà un certain nombre d'années. Je peux vous dire le chiffre, je m'en souviens. Donc la dépense liée aux tâches non productives dans les ruptures numériques a été calculée par Mazars il y a déjà plus de 7-8 ans à 300 millions d'euros pour l'industrie immobilière française. Ouais, ça, il y avait le chiffre, donc le potentiel d'économie, il est là. Oui, complètement. Oui, je ne suis pas étonnée. Sachant qu'il y a deux choses. Il y a le fait que finalement de la ressaisie, il y a le fait de la qualité, puisqu'à chaque fois qu'on ressaisit, on perd de la qualité. Et il y a le fait aussi que nous, on préfère que je me positionne avec mon autre casquette, mais on préfère que les experts travaillent sur l'utilisation de cette donnée sur la matière grise et non pas sur ce travail de saisie. Je crois que Xavier en parlait tout à l'heure. Le but, c'est Xavier Lépine. Le but, c'est pas d'avoir la donnée, il faudrait se concentrer sur l'exploitation de cette donnée. Et pour l'exploiter, il faut qu'elle circule, il faut qu'on ne passe pas de temps à la ressaisir et à la qualifier. D'accord, je reviens sur les gains économiques. Donc Anne et Franck, je te laissais un peu de temps. Alors, non, mais je peux, comme ça, je te dirais 15-20% temps passé, je pense. Mais après, ça va être compliqué. Si l'immeuble il est monolocataire, que le locataire ne bouge pas, que le loyer c'est juste l'indexation, ça va aller très vite. Un centre commercial comme le CNIT, avec le nombre de locataires pour les centres co, c'est un gain de temps plus phénoménal. Mais après, l'expert va passer, il va gagner du temps sur cette saisie.
mais il va passer beaucoup plus de temps sur l'analyse, et c'est ce qui rend la richesse et le côté passionnant du boulot d'expert. Parce que l'expertise, c'est le boulot le plus passionnant. On va passer la parole à Franck, parce que vous, forcément... Moi, j'ai pas de chiffres, et je ne m'y risquerai pas. Les femmes sont courageuses, cher ami. Oui, mais d'un autre côté, Très bien. mais d'un autre côté, bravo. il faut bien que vous valorisiez le service que vous rendez auprès de vos clients. Je pense qu'on peut dire effectivement qu'il y a des gains finalement de productivité liés à la non-saisie, non-double saisie, finalement faire bien du premier coup. Et, voilà, donc il y a les gains de productivité, 300 millions, c'est majeur, hein, c'est ce que vous évoquez. Je crois surtout qu'il y a l'exploitation de la donnée, comme le soulignait Eric, c'est-à-dire que si je prends un exemple basique, si sur un équipement j'ai sa durée de vie, son coût global de réparation et puis sa fiabilité, je vais donc pouvoir finalement engager son remplacement ou sa maintenance au bon moment et donc je dirais finalement optimiser les coûts liés à l'exploitation. Et je crois que le gros gain en fait il est là. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas aujourd'hui le qualifier en fait précisément, mais je pense que tout le monde considère qu'il y a un potentiel, en tout cas dans le monde de l'exploitation, lié à une donnée fiable, accessible et exploitée. Par contre, alors si on a gagné, le métier a changé de l'expertise, si on a gagné en termes de rapidité de saisie des données, maintenant on a en face de nous des équipes d'asset managers qui nous challengent 20 fois par jour sur un immeuble. Donc je dirais on est plus dans l'échange sur pourquoi on est arrivé à telle valeur. Donc l'aspect, est-ce que l'immeuble est bien dans son environnement, etc. Donc on est plus sur vraiment une analyse de l'immeuble, alors qu'avant, on passait beaucoup de temps dans cette saisie et à vérifier les surfaces. Donc, on peut se dire on a gagné effectivement, bien évidemment, en termes de productivité, mais il y a plus d'échanges sur la qualité de l'immeuble, l'analyse de l'immeuble qu'auparavant, en fait. Parce qu'on voit bien que tous les investisseurs se sont staffés en asset manager. C'était des métiers qui n'existaient pas il y a... je vais te dire une bêtise, mais il y a 20 ans, on envoyait des tableaux par télécopie et puis on ne nous challengeait pas trop. Maintenant, on est challengé à la fois par les investisseurs et aussi par les auditeurs. Parce que les auditeurs, ils refont les calculs et ils nous challengent beaucoup plus. Donc en fait, il y a eu ce changement quand même dans le métier. Moi, je parle pour l'expertise. Hein. Donc, Alors, vous êtes tous des acteurs de cette continuité numérique et pour certains depuis très longtemps. Je voudrais qu'on revienne avec Eric sur... Est-ce que vous recommandez à tous les métiers de la filière immobilière de s'inscrire dans une démarche de continuité numérique? C'est une question qui s'adresse évidemment à vous tous. Et plutôt que de dire oui simplement, est-ce que vous pouvez nous en parler plus particulièrement pour les promoteurs? Pourquoi est-ce que les promoteurs doivent s'y mettre? Alors, pourquoi il faut s'inscrire dans cette démarche? Déjà parce qu'on n'a pas le choix. Parce que si on ne le fait pas, on va être... je ne sais pas, c'est Xavier, je crois aussi, Lépine, qui disait disrupé par d'autres sociétés qui vont prendre notre place. Donc si on ne se met pas dans cette continuité, je pense que le métier va être remplacé, enfin les acteurs entre guillemets historiques vont être remplacés par d'autres acteurs. Ça c'est le premier point. Après, on a beaucoup d'avantages à le faire et surtout, les promoteurs sont à la source d'énormément de données qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à valoriser parce qu'ils ne les transmettent pas à l'investisseur, ou en tout cas, il les transmet dans des formes qui ne sont pas exploitables directement. Et donc là, je pense que même pour eux, il y a un gain, alors je n'aurais pas à dire financier, parce que sinon ils vont monter les prix de leurs immeubles, mais il y a un vrai gain d'exploiter ces données qu'ils ont tous en main et qu'ils pourraient transmettre, et qui nous ferait, nous, gagner du temps. En plus, on a une autre problématique, c'est qu'aujourd'hui, on est sur toutes les nouvelles législations, que ce soit carbone ou autre, on est obligé de prendre en compte la construction, voire même la démolition du bâtiment avant. Et ça, si on n'a pas cette information-là, la reconstituer, c'est l'enfer. Donc du coup, tout le monde va y gagner en faisant ce transfert technologique et aller vers cet échange de données numériques. Nous, Fidji, on est juste là pour essayer de la rendre possible. Et d'aider les acteurs, mais il faut effectivement que les acteurs aient envie de le faire. Donc ça, c'est vraiment le sponsor au niveau direction générale est importante. Oui. Et du coup, nous, on est là pour le permettre. Mais après, il faut chacun soit convaincu. Je pense que la FPI qui est venue nous voir, effectivement, en est convaincu. C'est un des sujets qu'ils veulent mettre en avant et je pense qu'ils ont tout à fait raison. Et plus on avance sur le sujet, plus on s'aperçoit que l'investisseur va gagner beaucoup de temps et il va gagner beaucoup de données qu'il va pouvoir exploiter par la suite. Donc ça, c'est très important. Ensuite, il faudra que l'investisseur ou son PM ou son FME mette à jour ces données. Ça, c'est un autre sujet de les faire vivre. Ça,
encore une autre problématique qu'il faudra aborder. Mais... Alors, même question pour vous, Alexandre. Pourquoi est-ce qu'il faut, selon vous, que les promoteurs adoptent cette continuité numérique immobilière le plus rapidement possible? Je pense que l'essentiel a été dit. Globalement, on n'a pas le choix. Qui se pose encore la question de la digitalisation, c'est plus une option. Et on le voit dans le contexte actuel sanitaire. Je crois que dans le débat précédent, on a parlé de permis de construire numérique. C'est plus une option. Si on regarde dans d'autres secteurs d'activité, ça fait des années qu'il y a des échanges automatisés qui se font entre, par exemple dans la grande distribution, entre les membres de la grande distribution et puis les industriels sur un format commun. Parce qu'il y a des volumes de données qui sont tels que c'est hors de question de le faire autrement que de manière automatisée et, alors normée, le terme est sans doute trop fort, mais en tout cas sur un même format. Et ça a apporté plein d'autres choses, des cas d'usage qu'on découvrira aussi au fil de l'eau. Aujourd'hui, dans ce secteur-là, on a un apport en termes de traçabilité. Quand vous avez une listeria dans un produit, vous pouvez remonter à la matière première et savoir tout ce qui a été contaminé par cette matière première. On peut imaginer que dans l'immobilier, sur de la gestion de sinistres ou autre, on va avoir des flux assez similaires qui vont naître de ces échanges de données. Donc de toute façon, c'est plus une option de notre point de vue. Même question pour vous, Franck. On a vu la création de valeur qui se poursuit, voire qui accélère dans le monde de la construction, avec le BIM 4D sur finalement l'intégration du séquencement et du phasing, sur le BIM 5D sur l'économie de la construction, sur le BIM 6D avec la valeur verte, le carbone, l'énergie, etc. Toutes ces problématiques qu'il faut intégrer au moment de la construction. Moi, je suis convaincu que effectivement, ce sujet va aussi accélérer dans le monde de l'exploitation parce que c'est créateur de valeur. Donc finalement, il y a une sorte de consensus sur oui, il n'y a pas le choix, il faut y aller, puis en plus on crée de la valeur. La vraie question, c'est comment. Et donc la collaboration, comment elle s'opère. Je crois beaucoup effectivement à l'initiative Fidji qui est là pour créer les conditions finalement d'un échange fluide. Je crois aussi qu'il faut... finalement, les constructeurs, les promoteurs ont beaucoup de données au fur et à mesure qu'ils avancent dans un projet. Et l'idéal, dans un monde idéal, il faudrait que finalement toutes les données arrivent de manière qualifiée, sans effort, au fur et à mesure de l'avancement pour qu'ils puissent basculer enfin chez l'exploitant. Et c'est ça qu'on doit construire ensemble. Mais vous y croyez vraiment? Bien sûr. L'ensemble des données? Non, pas forcément l'ensemble des données. Encore une fois, c'est ce qu'on disait, je dirais, dans la première séquence. Il ne faut pas se perdre, en fait. Voilà. Il y a un océan de données, il ne faut pas se perdre. Lesquelles sont capitales, essentielles pour nous? C'est tout le travail, en fait, qui a été fait sur le référentiel Fidji. Et je crois que c'est vraiment le premier socle, en fait, sur lequel on peut s'appuyer. Moi, je crois beaucoup au camp de base, si vous voulez. Si on progresse d'abord sur quelque chose qui nous est accessible, il y aura un champ des possibles ensuite, qu'on découvrira ensuite, mais commençons par le début, c'est-à-dire les informations très importantes pour le monde de l'exploitation. Et je retiens aussi ce que vous disiez tout à l'heure sur la confiance, je vais peut-être le reformuler, c'est qu'en économie, c'est la symétrie d'information qui donne de la valeur. Anne disait que c'était un petit peu opaque en France, mais c'est vrai que les grandes théories de l'économie disent que finalement, pour que l'économie se fasse, il faut une sorte de symétrie d'information. Je sais ce que je te vends et je sais ce que je t'achète, au moins dans un cadre en fait donné pour fluidifier l'économie. Et finalement, on est en train juste de dire la même chose dans le monde de la data. Alors, on finit avec vous, Anne, si vous voulez bien, mais avec la même question. Vous qui êtes une pratiquante de cette continuité numérique depuis de nombreuses années, est-ce que vous le recommandez aux autres métiers de la filière? Je me suis même aperçue que je pensais que les promoteurs y étaient déjà depuis 2005. Non, je blague. Mais je vois Franck là-bas. Non, mais c'est la base. Enfin, le promoteur, bon, il y a les immeubles construits. Enfin, la première des choses, c'est on a un terrain, on construit un immeuble. Donc on doit commencer par eux. Donc forcément, maintenant, tout le boulot a été fait, ou beaucoup de travail a été fait par les investisseurs, que je remercie encore, et puis Fidji. Donc je dirais maintenant, utilisez ce que l'on a fait, faites un copier-coller avec quelques modifs, mais ça va aller très vite pour vous. En 15 jours, c'est fait, n'est-ce pas? Non, mais il faut du déterminisme, et il faut vraiment... Alexandre nous disait qu'il faut un mois, minimum un mois. C'est pour le challenger. Il challenge dans nos expertises, alors on challenge les auditeurs aujourd'hui. Ce qui est formidable. Non, mais il faut vraiment une volonté, des COMEX, des CODIR. C'est la base. Hein. Il faut être déterminé, il faut y aller, quoi. Donc on se relève les manches, mais il faut vraiment une volonté d'en haut. Et après,
par capillarité, ça ira vers le bas, mais il faut vraiment être déterminé. Hein. Vraiment. Et c'est pas si difficile non, à faire. Non, si tout le monde est déterminé, on va aller très vite. On a bien vu que le télétravail avec la Covid, tout le monde télétravaillait en 30 secondes. Ça fait 20 ans qu'on en parle. Donc j'irai maintenant. Non, c'est une question de volonté. Enfin, moi, je pense que dans la vie, tout est une question de volonté. Voilà. Merci à tous d'avoir Merci. participé à cette matinée. Merci. Cette deuxième table ronde clôt donc cette matinée qui était organisée par la Fédération des promoteurs immobiliers, l'IEIF, l'Institut de l'épargne immobilière et foncière et l'Association professionnelle Fidji. Nous vous remercions d'y avoir assisté et nous vous annonçons d'ores et déjà deux choses. C'est d'abord que les replays seront disponibles, notamment sur le site de la FPI, et puis que le livre blanc va être publié à la fin du mois, ce livre blanc qui retrace tout le travail qui a été fait par la Fédération des promoteurs immobiliers et l'Association professionnelle immobilière Fidji. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur du livre blanc, pour en avoir lu une partie, c'est qu'on a aussi une valorisation de ce que peut apporter la continuité numérique entre les promoteurs et les investisseurs. Alors bien sûr, après, ça sera une négociation entre vous, les promoteurs et les investisseurs. Mais en tout cas, il y a des éléments très concrets dans ce livre blanc. Merci à tous et à bientôt.